XYDRU était un père dans lait qui a perdu son emploi et sa volonté de vivre après qu'une fille l'ait accusé à tort d'être un agresseur. Mais lorsqu'il a la chance d'aller dans un autre monde, il sacrifie son apparence et sa capacité à toucher les filles en échange d'un pouvoir absolu qui le transforme en Dieu. XYDRU a toujours été laid, mais il n'a jamais été un salaud. C'était un employé de bureau ordinaire qui ne laissait pas son apparence laide l'empêcher d'être un homme intègre et de vivre sa vie pleinement. Il traitait tout le monde avec respect et avait une vie sociale modeste. Mais tout a changé lorsqu'une femme l'a faussement accusé de l'avoir touché dans un train. Personne ne l'a cru simplement parce qu'il était laid, et l'affaire est vite arrivée au tribunal. XYDRU a plaidé coupable pour payer une petite amende et s'en sortir rapidement, mais son plan a échoué et il a été renvoyé de son travail pour être un agresseur certifié. Cependant, quelques années plus tard, la femme qui l'avait faussement accusée a été arrêtée pour avoir monté une escroquerie. Elle ne cherchait même pas l'argent et piégeait volontairement les hommes qu'elle trouvait laids. XYDRU était furieux, mais il ne pouvait rien y faire, à cause du traumatisme qu'il a subi lors de l'incident. Il a perdu confiance en lui et n'a pas réussi à trouver un emploi. Les choses ont empiré avec le temps, et XYDRU est devenu un reclus sans emploi. Il a vidé ses économies et même l'argent de ses parents, jusqu'au jour où il lit un article sur des personnes disparues dans sa région. Il souhaite lui aussi disparaître, mais en lisant les commentaires sous elle. Article, il trouve un gars qui affirme avoir visité un autre monde. Il dit qu'il a tout gâché en distribuant mal ses points de statistiques au début, et il a dû retourner sur Terre en sacrifiant la moitié de sa vie. XYDRU en rit, mais il est trop désespéré et décide de suivre les instructions laissées par ce type. Il se tourne vers les fenêtres, les bras levés, puis, lorsque l'horloge sonne 2 heures, l'écran de son ordinateur portable change tout seul, lui demandant s'il veut commencer une nouvelle vie. XYDRU pense que ce n'est qu'un virus, mais il joue le jeu, cliquant sur suivant sur la page. La page suivante lui montre qu'il aurait 16 ans dans cette nouvelle vie, et qu'il pourrait modifier le nombre de points qu'il attribuerait à son apparence. Ayant été un homme laid toute sa vie, XYDRU baisse la valeur de 5 à négatif 255, ce qui lui donne une énorme quantité de points de statistiques bonus. Non seulement cela, XYDRU découvre que plus il choisit de caractéristiques négatives pour lui-même, plus il obtient de points de statistiques. Il commence immédiatement à taper des choses que personne d'autre ne voudrait, comme réduire ses revenus de 10 000% et perdre 10% de ses PV chaque fois qu'il touche une fille. Quant à sa condition finale, il écrit que s'il perd jamais sa carte de vœux, il perd sa vie, et le système lui donne en retour 100 trillions de points de statistiques bonus. Cependant, avant que XYDRU puisse distribuer ses points à ses statistiques, le minuteur atteint 0, et il est envoyé dans un autre monde. Quand il se réveille, il découvre qu'il est devenu plus laid qu'il ne l'était dans sa vie précédente, et en plus de ça, il pèse 2 fois plus que l'américain moyen. Juste à ce moment-là, d'autres personnes arrivent, et XYDRU devient timide en voyant les 2 filles en sous-vêtements. Le beau gars enlève sa chemise et la donne à l'une des filles qui tremble de froid, et XYDRU essaie d'être un gentleman et fait la même chose. Cependant, l'autre fille le refuse parce qu'elle ne veut pas de quelque chose porté par un gros lait. Quoi qu'il en soit, le beau garçon se présente comme Seiji. La blonde ne donne pas son nom, et la deuxième fille se présente comme Seika. Ils ont tous 16 ans et ont du mal à croire que XYDRU a le même âge qu'eux. Seiji prend les devants et confirme que tous ils sont venus dans ce monde en suivant la même méthode. Mais pendant qu'il parle, XYDRU décide de fouiller la pièce car il n'est pas là pour se faire des amis. Il ouvre un tiroir et y trouve une pièce d'or, qui disparaît dès qu'il la touche. Il se rend compte que, depuis qu'il a posé la condition de réduire ses revenus, l'argent a disparu, mais décide de ne pas trop s'en inquiéter. À ce moment-là, Seiji entre et dit à XYDRU qu'ils devraient chercher des ressources ensemble. Bientôt, il trouve un tas d'armes et de vêtements ainsi que quelques pièces. XYDRU ne pense pas que les vêtements minuscules lui iraient, mais ils s'avèrent magiques et s'ajustent au corps de chacun. Ensuite, les filles décident de partager l'argent entre elles, mais elles font remarquer qu'il n'y a que 7 pièces pour 8 personnes. Elles croient que XYDRU a volé la 8e pièce, et il se rend compte qu'elles ont raison. Il décide de leur laisser toutes les pièces pour elles seules et même si Seiji lui dit que ce n'est pas juste, Seika lui dit qu'il devrait garder les pièces parce que XYDRU n'a même pas aidé à les trouver. XYDRU déteste déjà la gâter, mais il décide de l'ignorer et de s'occuper de Seiji, lui demandant s'il peut avoir la hache en échange de l'argent. Seika est contre cela, et même Seiji dit qu'il ne peut pas prendre ses décisions seul. Il révèle que dans sa vie d'origine, il était égoïste et avait des problèmes de communication, et il essaie de tout faire pour être différent dans cette vie. Il souligne que XYDRU semble avoir des problèmes, lui aussi, et il devrait essayer de les surmonter. À la fin, il décide de diviser les armes avec pierre-papier-ciseaux. Et XYDRU perd contre tout le monde, ne récupérant que le bâton en bois comme arme.
Ensuite, Seiji dit qu'il devrait se serrer la main pour marquer le début de leur aventure, mais XYDRU refuse car il ne veut prendre aucun risque cette fois. Bientôt, il trouve une carte et décide de se diriger vers la ville la plus proche, mais dès qu'il ouvre la porte, il trouve un petit gobelin prêt à les attaquer. Seiji agit rapidement et tue le gobelin d'un seul coup, mais ensuite il découvre que d'autres se dirigent vers eux. Il prend les devants, disant à la loli blonde de le soutenir en première ligne pendant que Seika prépare son arc pour rejoindre le combat. Il demande à XYDRU de protéger Seika en attendant, puis commence à vaincre les gobelins un par un. Seika, cependant, est une totale débutante qui ne sait même pas tendre un arc, et pendant que XYDRU est en train de le juger, un gobelin l'attaque par derrière. Il décide de l'achever d'un coup, mais il se rend compte qu'il est ridiculement faible en ce moment. Le petit gobelin parvient à le repousser, et lorsque XYDRU se demande comment il peut être si faible malgré ses 100 trillions de points de statistiques, il réalise qu'il n'a pas eu le temps de les répartir. Il décide alors de contre-attaquer contre le gobelin avec ses statistiques actuelles et parvient à le vaincre avec sa prochaine attaque. Soudain, une fenêtre de statut s'ouvre devant lui, et il découvre qu'en tuant juste un gobelin, il atteint le niveau 32 car il bénéficie d'un bonus d'augmentation d'expérience de 10 000%. Juste à ce moment-là, Seiji et la petite fille montent aussi de niveau, et ils attribuent leurs points de statistiques à la force et à l'endurance. XYDRU réalise qu'ils ne peuvent pas voir la fenêtre de leur système mutuel, et ils décident de mettre 1 trillion de points dans chacune de ses caractéristiques pour l'instant. Juste au moment où il fait cela, sa fenêtre système commence à bugger et une lumière dorée brille sur lui. XYDRU se demande ce qui se passe, puis son système révèle que sa classe a été décidée en fonction de ses statistiques. Sa classe est le dieu tout-puissant, et XYDRU ne peut pas complètement saisir ce que cela signifie. Il sort de ses pensées lorsqu'un gobelin commence à le frapper, mais ses attaques ne lui causent aucun dégât. XYDRU décide d'essayer sa force contre le gobelin, et il le frappe d'un coup de doigt, ce qui suffit à le faire voler dans la stratosphère. Personne d'autre ne voit ce qui vient de se passer, et il pense que ce n'était qu'une rafale de vent. Seiji et la petite reprennent la chasse au gobelin, mais Seika a encore du mal à préparer son arc. Elle devient émue, et XYDRU décide d'avoir pitié d'elle. Il agit comme s'il était un fan de l'arc et qu'il devait en préparer un immédiatement pour que Seika ne se sent pas mal à l'aise de prendre son aide, et son astuce fonctionne sur la fille stupide. Elle tend l'arc à XYDRU, qui utilise ses 1 trillion de points de dextérité, pour enrouler l'arc d'un seul coup. Seika est impressionnée et insiste pour qu'il tire une flèche en guise de remerciement, et XYDRU décide d'essayer l'une des compétences qu'il a acquises avec sa classe. Il choisit la compétence de la flèche de tonnerre, puis lance la flèche en avant. Mais au lieu de toucher un gobelin, elle s'envole vers le ciel. Un cercle magique de XYDRU apparaît dans le ciel et un majestueux dragon de tonnerre en sort, frappant le sol et tuant tous les gobelins. Tout le monde est choqué de voir cela, mais XYDRU dit simplement qu'il était dans le club de tir à l'arc où ils enseignent ce genre de choses. Seika lui fait à nouveau confiance et décide ensuite de soutenir ses amis dans la bataille, mais elle tire des flèches au hasard sans même viser. Seiji et la loli décident qu'ils devraient également s'occuper du reste des gobelins. Et Seika finit bientôt par manquer de flèches. Elle devient mélancolique et déçue de son inutilité, et XYDRU la plaint encore une fois. Il utilise une compétence pour transformer un bâton en plus de flèches et lui dit qu'il y a des objets à ramasser par terre. Seika est heureuse de les trouver, mais elle les gaspille encore une fois. Et pendant ce temps, les deux autres terminent tous les gobelins. Peu après, ils atteignent la ville et pendant que tout le monde se précipite pour manger quelque chose, XYDRU décide de prendre un chemin séparé, car un loser laid comme lui doit être seul. Il est assis près d'une fontaine et réalise qu'il a aussi faim et juste à ce moment-là, un chat arrive. Il est sur le point de le caresser mais s'arrête, craignant qu'elle ne soit une femelle et qu'il puisse perdre 10% de PV s'il la touche. Juste à ce moment-là, Seika arrive et XYDRU est si surpris qu'il tombe dans l'eau. Après être sortie, Seika lui dit qu'elle a acheté un burger pour lui parce qu'elle sait qu'il est fauché, et elle voulait le remercier de l'avoir aidé plus tôt. XYDRU commence à la voir sous un jour plus positif et accepte le gros burger. Mais par hasard, leurs doigts se touchent, et il reçoit une décharge puissante qui le fait jeter le burger. Il subit 58 trillions de dégâts, ce qui suffit à détruire le monde 300 fois, mais le problème le plus grave, c'est que Seika est contrariée maintenant, car elle pense que XYDRU a jeté le burger exprès. Cependant, il a ses compétences de l'époque où il était un vendeur d'élite, et il dit à Seika qu'il a été surpris parce qu'elle est trop belle. Il lui dit qu'il va manger le burger qu'elle a acheté pour lui, et elle lui dit que c'est trop sale. Elle lui propose celui qu'elle a acheté pour elle-même à la place, car elle est vraiment reconnaissante envers lui, et il décide d'accepter sa gratitude.
Pendant qu'ils mangent le burger, Seiji et le modeste les trouvent, et XYDRU décide de rester jusqu'à ce qu'il paye Seika pour le burger. Peu après, Seika se rend dans un magasin pour acheter des flèches parce qu'elle en manque tellement vite. Elle continue de demander au vendeur plus de flèches, prétendant qu'elle est assez riche pour les payer. Mais l'homme lui dit que son sac est déjà plein. XYDRU est aussi avec elle, et il veut l'aider, mais il ne peut pas lui dire qu'il peut créer des flèches quand il veut. Quoi qu'il en soit, Seika lui demande s'il ne va rien acheter, et elle répond immédiatement à sa question, réalisant qu'il ne peut rien acheter parce qu'il est fauché. Une fois qu'ils sortent, Seiji et le misérable reviennent après avoir trouvé une bonne auberge pour passer la nuit. XYDRU dit qu'il va rester dans le parc parce qu'évidemment il n'a pas d'argent, mais Seika dit qu'elle paiera sa chambre. XYDRU essaie de lui dire que ce n'est pas nécessaire, mais Seika joue la carte de la femme et demande s'il ne veut pas qu'une fille paye sa chambre. XYDRU n'a même pas le temps de répondre que Seika lui attrape la main et commence à le tirer, mais comme elle le touche à travers les vêtements, il ne subit aucun dommage. Plus tard dans la nuit, XYDRU pense qu'il ne peut plus rester ici car alors il sera davantage redevable envers Soka et les autres. Le lendemain, Seiji et les autres se réveillent pour trouver de délicieux biscuits et de la nourriture posée sur la table pour eux. XYDRU leur dit de l'aider car il ne peut pas du tout manger, et il demande comment il a obtenu tout ça alors qu'il n'a pas d'argent. XYDRU répond qu'il a utilisé une technique qui donne envie aux gens de lui donner quelque chose en retour. Cependant, il a juste fabriqué des flèches avec des bâtons et a utilisé la troc pour les échanger contre de la nourriture au lieu d'argent. Seika lui dit qu'il n'a pas besoin de supplier juste parce qu'il est fauché, car elle peut toujours l'aider. Eh bien, XYDRU pense qu'il a remboursé sa dette envers elle, donc il n'a plus besoin de rester plus longtemps. Une fois qu'ils ont fini de manger, Seiji sort la carte et dit qu'ils doivent commencer à faire des quêtes pour pouvoir gagner de l'argent. Il a remarqué que les monstres qu'ils ont combattus hier n'ont laissé ni argent ni butin, donc il prévoit d'explorer une grotte à proximité. XYDRU est impressionné par la capacité de Seiji à prendre des décisions, lorsque soudain, un homme robuste arrive là, disant qu'il peut être son guide jusqu'à la grotte. L'homme se présente comme Kyoshiro et affirme être réincarné, tout comme eux. Il panique en voyant le visage laid de XYDRU mais reprend rapidement le sujet et demande à tout le monde s'ils sont nouveaux ici. Seiji se lève immédiatement pour lui parler tout en restant sur ses gardes, puis Kyoshiro sort quelques cartes vertes de sa poche, disant que c'est un objet qu'il trouve à la première cabane en rondin et qu'ils peuvent obtenir une remise complète à l'auberge en l'utilisant une fois. Seika panique en entendant cela parce qu'ils n'ont pas trouvé les cartes et Kyoshiro lui dit qu'elle peut obtenir un remboursement intégral même si elle montre les cartes maintenant. Il lui dit de les prendre et Seika prend immédiatement les cartes, au grand désespoir de Seiji, car il ne fait pas encore entièrement confiance à Kaijo. XYDRU pense la même chose et il croit que plutôt que d'être un guide, Kyoshiro est quelqu'un qui exploite les débutants. Il pense qu'il peut gérer la situation si ça tourne mal, et pour l'instant, il décide de laisser Seiji prendre la décision. Seiji pèse le pour et le contre de la situation et décide d'engager Kyoshiro pour les guider à la fin car ils ont besoin d'informations et de moyens pour monter rapidement au niveau. Sur ce, Kyoshiro conduit le groupe vers la grotte et bientôt, un groupe de gobelins arrive. Seika commence immédiatement à tirer des flèches sur eux, mais aucune ne touche sa cible. XYDRU est déçu et Kaijo dit à Seika de penser que ces flèches valent 1 million de yens avant de tirer. Bien qu'elle soit fière de sa richesse, imaginez le coût élevé rend Seika plus prudente dans sa visée et elle parvient à abattre un gobelin d'un coup précis. Ils avancent après cela et XYDRU est surpris que Kyoshiro fasse en fait du bon travail en tant que guide. Après cela, Kyoshiro guide tout le monde sur la façon d'utiliser correctement leur arme et Seika retombe dans son ancienne habitude de tirer des flèches sans réfléchir. Kyoshiro demande à XYDRU s'il ne va pas s'entraîner et il répond qu'il n'a pas de compétences appropriées en ce moment. Kyoshiro comprend qu'il est difficile de monter de niveau avec un bâton comme arme, mais il demande à XYDRU de ne pas être déçu parce que la compétence ultime du bâton est vraiment impressionnante. XYDRU le sait déjà car lorsqu'il est allé dans la forêt pour fabriquer des flèches, il a rencontré un orque géant et a décidé d'essayer sa compétence la plus puissante contre lui. Cependant, le système l'a averti que s'il utilisait cette compétence, tout ce qui se trouve dans un rayon de 200 km serait anéanti et plus d'1,5 million de personnes mourraient. Alors il l'a annulé immédiatement. Quoi qu'il en soit, Kyoshiro lui dit d'être actif sur le champ de bataille où il sera forcé de prendre sa retraite comme lui. Il commence à raconter l'histoire de sa participation à un groupe de mercenaires, mais pendant que leur chef est devenu roi, lui a chuté et a dû prendre sa retraite. Il commence à louer le roi, disant qu'il est au niveau 80 et que toutes ses statistiques sont au-dessus de 160, mais que c'est incroyablement faible pour XYDRU. Après cela, ils atteignent enfin la grotte qui ressemble à des ruines anciennes et tout le monde est excité à l'idée de les explorer, mais Seika a peur.
Cependant, une fois qu'elle atteint la grotte, elle devient curieuse à propos des pointes de calcaire, et commence à faire la tête lorsque Kyosho lui dit de rester à l'écart parce qu'elles sont dangereuses. XYDRU se demande si Seika est vraiment une enfant et Seiji lui pose la question de manière plus raisonnable. Il commence par révéler qu'il avait 30 ans dans l'autre monde, puis Seika dit qu'elle a 17 ans dans la vie réelle et qu'elle se prépare pour l'université. Pendant que Seiji commence à parler de ses études, XYDRU se rend compte que Seika est au moins intelligente sur le plan académique. Après cela, ils combattent des chauves-souris monstres et atteignent la salle du boss. Et Seika apprend enfin à réfléchir avant d'agir. Kyosho lui dit qu'elle ne devrait pas entrer dans la salle du boss car elle mourra immédiatement si elle continue comme ça, et Seika recule. Seiji décide de faire une pause et remercie Kyosho pour son aide, et il répond qu'il sera un bon leader. Cependant, avant de repartir, il a une activité spéciale pour les débutants, et il les conduit dans une salle de conférence pour leur organiser une fête. Il dit qu'une autre personne convoquée a créé cet espace sûr où aucun monstre ou magie ne peut atteindre, et à l'intérieur, il y a des chips et des boissons. XYDRU utilise immédiatement ses compétences de détection de poison et découvre que les bords des canettes ont été dopés avec un somnifère. Heureusement, Seiji est assez prudent pour décliner l'offre. Mais quand Kyosho fait semblant d'être triste et déprimé, il s'excuse d'avoir douté de sa sincérité. Il accepte de célébrer avec lui, et XYDRU est discrètement déçu par la bonté de Seiji. Quoi qu'il en soit, tout le monde commence à manger et à boire, et XYDRU décide de les distraire avec une conversation afin de pouvoir leur lancer un sort d'antidote. Il demande ce qu'ils ont tous fait avant de venir ici, et l'ambiance de la pièce s'éteint rapidement. XYDRU réalise immédiatement que tout le monde ici a fui sa vie précédente, y compris lui-même, mais ensuite Seiji décide de s'ouvrir un peu sur son passé. Il dit qu'il a quitté l'école après s'être ennuyé de tout, et a décidé de créer sa propre entreprise appelée Success Life. XYDRU se souvient qu'il est allé une fois dans cette entreprise pour faire un pitch de vente et que le PDG ressemblait beaucoup à Seiji. Il s'avère que Seiji se souvient aussi de lui car il a eu un grand impact sur lui. Et bien qu'il ne divulgue pas son nom, il révèle qu'un vendeur est venu le voir sans rendez-vous et a essayé de lui vendre une photocopieuse coûteuse. Il a essayé de négocier mais le vendeur a dit que il le ferait sourire et ne le décevrait jamais. Il lui a aussi demandé de se calmer parce qu'il était le PDG, et inspiré par ses paroles. Seiji a laissé ses employés gérer l'entreprise. Heureusement, son entreprise a connu un grand succès et tout allait bien, mais ensuite il a décidé de remplacer son personnel par de l'IA, ce qui a mis son entreprise en faillite. Il est devenu déprimé et avait l'impression d'avoir gaspillé la opportunité que le vendeur lui avait donnée. C'est pourquoi, quand il est venu ici, il a juré de ne jamais laisser personne tomber. Il révèle soudainement que le nom du vendeur était XYDRU. Aussi, mais notre gros gars prétend qu'il n'était pas le vendeur. Peu de temps après, tout le monde s'endort à cause des drogues, et Kyosho amène sa bande de voyous pour les emmener. Cependant, XYDRU fait semblant d'être seulement endormi pour qu'il puisse s'occuper des voyous quand l'occasion se présente. Les voyous commencent à mettre des menottes à tout le monde, et juste au moment où XYDRU s'apprête à faire quelque chose, Seiji se lève, leur disant de ne pas faire de mal à sa fête. Kyosho ne le prend pas au sérieux parce qu'il sait que Seiji peut à peine tenir debout. Et il dit à ses hommes de continuer leur travail. XYDRU ne peut pas utiliser ses capacités maintenant parce qu'il ne veut pas que Seiji se fasse prendre dans le fusil à canon croisé, mais heureusement, Seiji essaie de provoquer les voyous pour se faire repousser contre le mur. Kyosho dit à ses hommes de ne pas endommager leurs produits parce que cela réduirait leur valeur, et Seiji se fâche en entendant cela. Il dit que les gens qui viennent ici ont déjà été brisés par la vie, et quand ils obtiennent une seconde chance, des gens comme lui les repoussent. Kyosho lui dit de faire la leçon à quelqu'un qui écoutera et ordonne à ses hommes de l'emmener. XYDRU décide que c'est son moment de rejoindre le combat, et il saute simplement sur les bandits, les écrasant sous son poids au lieu d'utiliser ses statistiques d'attaque. Il dit à Seiji d'emmener les filles et de s'enfuir, laissant tout à lui. Mais Seiji refuse de le laisser seul face au danger. Il dit aux bandits de ne pas s'en prendre à eux parce qu'il peut les battre en un seul coup. Mais tout le monde pense qu'il bluffe. Les bandits se précipitent vers lui, mais XYDRU décide de les intercepter en rebondissant autour, absorbant leurs coups faibles et les écrasant sous son poids. Kyosho dit à ses hommes de s'occuper d'abord du cochon sautant. Et Seiji lui demande de fuir car il va s'en charger. Les voyous attaquent XYDRU, même s'ils ne lui font pas vraiment de dégâts, mais l'un d'eux met ses doigts dans ses narines. Soudain, une lumière brillante commence à sortir de la main de Seiji pendant qu'il dit aux bandits de reculer avant que sa lumière de vérité ne perce leur cœur maléfique. Ils sont surpris et demandent quelle est cette compétence, et Seiji explique qu'il a créé une. Il jure dans sa note spéciale qu'il ne laissera jamais ses amis tomber, et si jamais il le fait, il en paiera le prix. En raison de ce serment, il a gagné beaucoup de points bonus qu'il a mis dans sa compétence spéciale qui s'active lorsqu'il est en colère.
Il dit aux bandits que c'est leur dernière chance de s'enfuir, mais Kyosho répond qu'ils vont simplement lui couper la main avant qu'il ne puisse les attaquer. XYDRU décide de voir ce que l'attaque de Seiji peut faire, et il devient un bouclier pour lui disant qu'ils doivent travailler ensemble car ils sont en infériorité numérique. Seiji utilise alors sa compétence spéciale pour se transformer en Super Saiyan, une forme que même Goku n'a pas encore débloquée, en disant aux voyous qu'ils vont payer pour leurs péchés maintenant. Kyoshiro et ses hommes paniquent car ils n'ont jamais vu quelqu'un se transformer ainsi avant, et XYDRU est assez curieux de voir ce que ce Super Saiyan Seiji peut faire. Seiji crie soudainement le nom de son prochain attaque et sa main commence à briller encore plus fort. Il fonce alors vers Kyoshiro, mais s'arrête juste avant de lui donner un coup de poing au visage. Kyosho lui demande pourquoi diable il s'est arrêté, et Seiji répond qu'il n'est pas celui qui peut le juger, car cela relève de la loi de ce pays. Il sait qu'il pourrait facilement détruire les bandits en ce moment, mais il veut leur donner une chance de se repentir de leurs péchés et de commencer une nouvelle vie. XYDRU sait que c'est aussi idiot que quelqu'un puisse l'être en essayant d'être une personne de bien, mais il n'essaie pas d'arrêter Seiji. Soudain, Kyosho dit à Seiji qu'il a gagné, il pose son arme et s'agenouille devant lui. Acceptant sa punition et le naïf Seiji le croit. Il commence à s'éloigner en disant à Kyoshiro qu'il ne lui pardonnera pas s'il commet un autre crime. XYDRU ne l'avertit pas cette fois non plus, même s'il sait qu'il fait la plus grosse erreur en tournant le dos à l'ennemi. Profitant de cette occasion, Kyosho se précipite pour attaquer Seiji, mais XYDRU le fait trébucher en utilisant sa technique de roulade. Les bandits maudissent XYDRU et commencent à le kick, mais leurs attaques ne lui causent aucun dommage. XYDRU enlève nonchalamment un crottin de son nez et le projette contre le mur, créant une énorme explosion. Pendant que tout le monde regarde le mur détruit en état de choc, XYDRU discrètement pointe le poing lumineux de Seiji vers le mur pour leur faire croire qu'il l'a fait. Cependant, le problème, c'est que même Seiji ne peut pas croire cela, et XYDRU décide de monter d'un cran. Il affirme qu'il a clairement vu Seiji exécuter sa technique ultime et qu'un aigle blanc est descendu du ciel, faisant exploser le mur. Les bandits croient totalement cette histoire, même avant que Seiji lui-même ne soit convaincu. Ils tombent à genoux en réalisant qu'ils ne peuvent pas gagner, et Kyoshiro a des larmes. Du mucus qui coule sur son visage alors qu'il jure de ne plus jamais faire de mauvaises choses. XYDRU se rend compte que cela ne suffit pas à les punir, et ordonne aux bandits de se mettre en ligne. Ils obéissent immédiatement, puis XYDRU demande à Seiji de les frapper avec son attaque spéciale. Seiji hésite parce qu'il ne veut pas punir quelqu'un qui a déjà accepté la défaite. Les bandits sont également terrifiés car ils pensent qu'ils vont mourir s'ils sont touchés par cette attaque. Alors XYDRU propose un compromis, disant à Seiji de frapper ces salauds avec son poing juste pour qu'ils connaissent la douleur des autres. Il parvient à convaincre Seiji qu'il est le seul à pouvoir mettre ces bandits sur le bon chemin avec le pouvoir de l'amour. Il se souvient que Seiji a affirmé que son poing lumineux peut percer tout mal. Et si les bandits continuent à agir, ils seront détruits par sa claque. Cependant, s'ils ont vraiment changé d'avis, ils seront indemnes. Mais, à sa grande surprise, Seiji reprend sa forme normale, en disant que si il veut changer le cœur des bandits par le pouvoir de l'amour, il ne peut pas le faire. En utilisant sa forme de Super Saiyan, alimentée par la colère, les bandits n'arrivent pas à croire qu'on puisse être aussi stupide, mais tout finit par leur être favorable de toute façon. Seiji a les yeux pleins de larmes en leur donnant de l'amour, et les bandits le remercient de leur avoir donné une chance après leur avoir donné une gifle. Une fois que tout le monde a été giflé, Shaiju attache les bandits pendant que Seiji porte les filles en sécurité. Cependant, il est trop épuisé pour terminer le travail et s'effondre. Les bandits commencent soudainement à espérer qu'ils peuvent gagner contre lui maintenant, et ils essaient de soudoyer Shaiju pour qu'il rejoigne leur côté. Ils promettent d'amener des femmes qui le feront même avec un sale type comme lui. Et en plus, ils lui paieront plus. Cependant, Shaiju décide de leur montrer qu'il est juste moche mais pas un salaud. Il décroche simplement ses menottes pour effrayer les bandits et leur dit que Seiji est même plus fort que lui. Les bandits ne peuvent que le maudire pour avoir refusé leur offre, mais Shaiju ne se soucie pas vraiment de leurs commentaires. Bientôt, Kyoshiro et ses hommes sont remis aux autorités locales, et Shaiju et sa bande reçoivent une énorme somme d'argent en récoltant leurs primes. Les filles sont vraiment excitées de voir autant d'argent. Et Seiji dit qu'elles devraient le partager entre elles. Seika dit qu'ils étaient inconscients, donc ils ne méritent pas d'argent, et Seiji devrait le prendre parce qu'il a vaincu les bandits. Elle demande ensuite à propos de Shaiju, et Seiji dit que Shaiju était encore plus courageux que lui, et qu'il a encaissé tous les coups pour le protéger. Les filles disent que Shaiju a été le MVP de la mission, dans ce cas, et qu'il devrait recevoir le plus d'argent. Seiji est d'accord avec elle, mais Shaiju ne veut pas prendre elle argent car il sera réduit à 0,01% du montant. Il dit donc à Seiji qu'il a la mauvaise habitude de dépenser son argent dès qu'il l'a. Et qu'il veut quelqu'un de confiance pour le garder pour lui.
Seiji n'est pas vraiment d'accord avec ce plan, mais quand Shaiju insiste sur le fait qu'il ne peut pas garder l'argent, Seika se propose de gérer son argent à sa place. Seiji ne pense pas que ce soit une bonne idée que quelqu'un d'aussi naïf et impulsif qu'elle gère cette somme, mais Shaiju la laisse prendre l'argent car cela l'aidera à rembourser sa dette envers elle quand il quittera la fête. Peu de temps après, Seika emmène Seiji au restaurant de hamburger pour lui offrir quelque chose sympa, et il pense que c'est leur dernier repas ensemble. Car maintenant il peut partir seul sans aucun remords. Seika revient bientôt avec 2 menus Happy Meal, et Shaiju lui demande si elle aime beaucoup les hamburgers. Elle lui dit qu'elle en a mangé pour la première fois il y a 2 jours et est immédiatement tombée amoureuse, et Shaiju ne peut pas croire qu'elle n'ait jamais mangé de burger dans le monde réel. Quoi qu'il en soit, il commence à manger, et Seika lui demande ses statistiques. Shaiju répond qu'elles sont assez ennuyeuses, et elle lui dit qu'il doit. Je ne l'avais pas remarqué, mais baisser son apparence donne beaucoup de points de stats. Shaiju est choqué d'apprendre que Seika l'a découvert aussi. Et il lui demande si elle a aussi réduit ses points d'apparence. Elle lui dit qu'elle les a baissés à -16, et il n'arrive pas à y croire car elle est bien trop jolie pour ça. Seika lui dit fièrement qu'elle a utilisé la fonction spéciale de notes sur l'écran d'accueil pour souhaiter devenir jolie, et que cela a d'une certaine façon écrasé ses faibles stats d'apparence. Shaiju reçoit le plus grand choc de sa vie en réalisant qu'il aurait pu faire ça. Et devenir beau aussi, mais il est trop tard pour ça maintenant. Juste à ce moment-là, Seika remarque un chat et dit avec enthousiasme qu'elle n'en a jamais vu un de près. Elle commence à se demander s'il y a une chance que le chat vienne ici, et quand. Shaiju lui dit d'aller simplement le caresser, elle lui lance un regard réprobateur. Cependant, elle réalise immédiatement que son conseil a du sens et dit qu'elle avait oublié qu'elle pouvait marcher maintenant. Elle se précipite alors maladroitement vers le chat, et Shaiju comprend son plan. Pendant qu'elle essaie de caresser le chat, Shaiju se rend aux toilettes, et commence à pleurer en pensant à la vie difficile de Seika. Il réalise maintenant qu'en vrai, elle doit souffrir d'une maladie qui l'a laissé paralysée dès son jeune âge. Il compatit avec elle et demande s'il n'y a pas de Dieu, lorsque soudain, il se rend compte qu'il est le tout-puissant dans ce monde, et qu'il ne pourra peut-être pas changer la réalité. Mais qu'il peut l'aider d'une autre manière. Juste à ce moment-là, Seika frappe à la porte, demandant s'il a besoin de médicaments, et Shaiju lui répond qu'il va bien. Alors qu'il se rafraîchit, il réalise que Seika est maladroite avec son corps et naïve. Lorsqu'elle interagit avec les autres à cause de son passé, ce qui fera d'elle une cible facile pour les méchants, alors il décide de rester avec elle et de la protéger jusqu'à ce qu'elle devienne une adulte pleinement compétente. Peu de temps après, ils arrivent à l'auberge et Seiji convoque une réunion pour décider de leur classe, afin qu'ils puissent former un groupe plus dynamique. Il déclare qu'il deviendra le héros, Seika sera archer, la loli blonde deviendra mage et Shaiju deviendra un combattant épique. Shaiju n'aime pas ajouter l'adjectif épique à sa classe de métier pour une raison quelconque. Seika prend soudainement la parole, disant qu'elle veut aussi être un héros, mais quand Shaiju lui dit qu'elle peut devenir la combattante épique à sa place, elle refuse immédiatement. Finalement, Seiji reste le seul héros du groupe, alors Seika devient mage. À la place, et la loli décide de devenir chasseuse, tandis que Shaiju conserve également sa classe de métier. Une fois qu'ils ont acheté leur nouvel équipement, Seiji décide de déménager dans la plus grande ville de la région, mais avant cela, il établit un budget pour des snacks en tenant compte des habitudes de dépenses de Seika. Sur ce, la réunion est levée, mais Seika reste pour parler à la loli, qui est sa première amie ici. Elle est nerveuse à l'idée de lui parler, mais Shaiju lui souhaite silencieusement bonne chance. Seika parvient enfin à rassembler son courage pour lui demander de jouer à la corde à sauter avec elle, disant qu'elle s'est entraînée. La loli accepte, et les deux filles vont se changer pour pouvoir jouer. Pendant ce temps, Shaiju se remémore comment les choses en sont arrivées là. Plus tôt, alors qu'il faisait des courses avec Seika, elle voulait acheter une arme qui avait l'air cool, mais il l'a découragée d'acheter quoi que ce soit de dangereux en disant que seuls les combattants épiques les utilisent. Cependant, elle s'est accrochée à l'idée d'acheter un nunchaku mais grâce à une collaboration inattendue entre Shaiju et le commerçant. Elle a finalement changé son choix pour une corde à sauter. Une fois qu'ils ont quitté le magasin, Shaiju lui a appris comment utiliser la corde, et elle a rapidement pris le coup. Cependant, son esprit s'est vite égaré vers la fille blonde et comment elle voulait être amie avec elle malgré le fait de ne pas connaître son nom. Shaiju a suggéré quelques façons de devenir amie avec elle, et cela le mène à le présent, où il espionne les deux filles pendant qu'elles jouent. La fille blonde apprend rapidement à sauter à la corde avec Seika, mais lorsqu'elle évoque le sujet de son nom, elle s'arrête soudainement. Seika réalise qu'elle ne veut vraiment pas partager son nom. Puis elle dit qu'elle en a discuté avec Shaiju plus tôt, et ils lui ont donné le surnom de Rees. La blonde, qui était à l'écart, se tait complètement en entendant cela et commence à sauter à la corde à nouveau, sautant très haut à la fin. Tout le monde est surpris par cela et bientôt, une énorme foule l'entoure, lui demandant de se joindre à leur fête. Seika essaie de s'approcher d'elle mais tout le monde l'ignore et un gars la pousse même.
Elle commence soudain à pleurer et Shaiju n'a d'autre choix que d'aller l'aider. Les gens paniquent en le voyant et l'appellent un monstre, mais la fille blonde Reyes leur dit qu'il est un membre de leur groupe. Elle s'inquiète aussi pour Seika et dit qu'elle voulait juste la rendre heureuse en lui montrant un tour, et Shaiju lui dit que répondre simplement aurait été plus efficace. Reyes commence à se sentir vraiment coupable à ce sujet et s'enfuit en pleurant, et à la fin, Shaiju doit consoler Seika tout le chemin jusqu'à l'auberge. Cependant, juste au moment où elle s'apprête à entrer dans sa chambre, elle trouve une lettre de Reyes, s'excusant pour tout à l'heure et la remerciant pour le surnom. Seika sort immédiatement pour la chercher, mais Shaiju avait déjà remarqué Reyes caché derrière le coin. Il lui demande de sortir et elle lui dit qu'elle a besoin de lui parler en privé. Il lui demande de ne pas le poursuivre plus tard, puis entre dans la pièce, où Reyes fait une révérence volante pour s'excuser auprès de lui. Il est confus sur la raison de ses excuses, mais ensuite Reyes révèle qu'elle connaît son nom légal complet, ainsi que le fait qu'il était le vendeur dont Seiji parlait. Shaiju est surpris par cela, mais il continue à faire semblant. En demandant à Reyes pourquoi elle pense cela, elle lui explique qu'elle a choisi la capacité spéciale de lire les fenêtres de statut des autres personnes, et qu'elle peut voir leur vrai nom, leurs statistiques, ainsi que ce qu'ils ont écrit dans la note spéciale. Shaiju panique en réalisant qu'elle a lu ces notes qui le font passer pour un frustré célibataire, et il se frappe le front en demandant à Reyes ce qu'elle veut. Elle lui dit que cela concerne Seika et demande à Shaiju s'il a compris que son corps était paralysé dans la vie précédente. Il l'affirme, puis Reyes révèle soudainement que c'est elle qui a brisé Seika dans la vie précédente, et qu'elle est ici pour expier ses péchés. Shaiju est curieux à ce sujet et demande ce qu'elle a fait à Seika. Reyes répond que dans sa vie précédente, elle faisait partie d'un programme qui visait à changer la vie des gens. Seika était l'un des enfants avec lesquels il travaillait, et elle voulait sincèrement qu'elle vive une vie meilleure. Cependant, une explosion s'est produite dans leur immeuble un jour, et Seika a été gravement blessée. Reyes commence à pleurer en disant qu'elle a échoué à prévenir l'accident et à sauver Seika. Elle regrettait l'incident qui s'était produit à cause de malentendus entre les personnes qui y travaillaient et voulait éviter que cela se reproduise. Elle a écrit dans ses notes spéciales qu'elle voulait mieux connaître les gens. Shaiju comprend que c'est la raison pour laquelle Reyes a le pouvoir de voir le statut des autres. Il lui demande quel programme elle suivait, et elle lui dit que cela avait à voir avec l'intelligence artificielle. Son histoire rappelle immédiatement à Shaiju que l'entreprise de Seiji a fait faillite à cause d'un programme d'IA qui a échoué à cause d'une explosion. Et il demande à Reyes si c'est de cela qu'elle parle. Elle confirme, révélant qu'elle est en fait la sœur de Seiji, mais elle a complètement changé son comportement et sa personnalité ici pour qu'il ne la découvre pas. Shaiju a toujours des doutes sur son histoire, mais Reyes lui dit qu'elle ne peut pas mentir parce que c'était le prix à payer pour obtenir sa capacité spéciale. Elle pense que leur venue dans ce monde en même temps n'est pas une coïncidence. Et que leur destin était lié aussi dans la vie précédente. Elle sait que Shaiju essaie de rendre Seika heureuse et d'aider Seiji à devenir un meilleur aventurier, et elle lui demande de la laisser l'aider dans cette tâche. Shaiju lui dit que Seiji et Seika ont tous deux un cœur trop pur. Et ils ont besoin de son soutien pour rester en sécurité dans ce monde. Il accepte de travailler avec Reyes et elle lui fait un coup de sakura, en coupant ses cheveux pour montrer sa détermination. Shaiju est confus parce que ça n'avait absolument aucun sens, et Reyes lui dit que Seika a dit qu'elle était jolie avec les cheveux courts. Quoi qu'il en soit, il conclut officiellement un pacte avec ça, pour pouvoir aider leurs deux autres amis. Le lendemain matin, ils se préparent à partir pour la capitale, et Shaiju organise une créature hybride étrange entre une tortue et une chèvre qui portera leurs bagages. Reyes est la dernière à arriver et elle est émue aux larmes quand Seika lui dit qu'elle a l'air bien avec les cheveux courts. Ils commencent leur voyage avec ça et rencontrent bientôt une bande de monstres. Seika en abat un en utilisant la magie de glace, et lorsqu'un autre monstre l'attaque, elle, Seiji, la protège pendant que Reyes couvre leur dos. Ils se débarrassent rapidement des monstres et Seika montre son talent en tant que magicienne à Shaiju, qui ne peut que hocher la tête pour dire qu'elle est douée. Seiji remarque alors qu'étant donné que le soleil se couche, il devrait trouver un endroit pour camper et tout le monde est d'accord. Ils se dirigent vers la ville de Valeria, et comme Seika voulait de l'aventure, ils ont choisi de traverser les montagnes pleines de monstres dangereux et qui n'ont pas d'auberge où séjourner. Heureusement, ils trouvent un tronc d'arbre creux où ils peuvent se reposer la nuit, et Seika est vraiment enthousiaste à ce sujet. Seiji lui demande si elle aimerait ramasser du bois ou aller pêcher, et Seika déclare avec assurance qu'elle attrapera le plus gros poisson du fleuve. Mais elle accroche maladroitement sa propre robe en premier. Shaiju parvient à la désaccrocher puis l'emmène pêcher. Mais ils ne peuvent qu'attendre que le poisson morde à l'hameçon. Soudain, Seika commence à parler de comment elle est une pleurnicharde, et elle veut devenir plus mature et plus posée. Shaiju lui dit qu'en réalité, ce n'est pas nécessaire, car pleurer n'est pas une mauvaise chose.
Il lui dit que les gens ne pleurent pas seulement parce qu'ils sont tristes, mais aussi lorsque leur cœur est rempli d'autres émotions qu'ils ne peuvent pas contrôler. Il se souvient de son passé en disant que les gens perdent peu à peu la capacité de pleurer, ce qui les empêche de devenir plus forts. Il dit à Seika qu'au lieu d'apprendre à ne pas pleurer, elle devrait apprendre à découvrir ce qui touche son cœur. Seika est émue aux larmes en entendant cela aussi. Juste à ce moment-là, Reyes arrive et, en apprenant qu'ils n'ont rien attrapé. Pourtant, elle tire simplement quelques poissons dans la rivière et les remet à Seika. Elle court avec enthousiasme au campement pour les donner à Seiji, et entre-temps, Reyes dit que Seika a toujours l'air heureuse quand elle est avec Shaiju. Elle croit qu'il est une personne qui peut facilement faire sourire les autres, et le groupe sera en sécurité de plusieurs manières avec lui ici. Shaiju est déconcerté par cela, mais il décide ensuite de rentrer. Reyes l'arrête et lui demande de ne révéler son identité à personne car cela pourrait diviser leur groupe, et il accepte sa demande. Bientôt, ils atteignent le camp où Seiji et Seika ont déjà commencé à cuisiner. Alors qu'ils s'assoient pour manger, Seika imite la manière de faire de Reyes, tandis que Shaiju demande à Seiji ce qu'il pense du but final de leur voyage. Seiji devient sérieux en entendant cela et répond qu'ils n'ont pas encore de but précis. Atteindre Valeria est leur objectif immédiat, et Seiji prévoit d'en apprendre davantage sur ce monde et ses problèmes afin de déterminer ce qu'ils doivent faire. Shaiju est impressionné par sa logique, lorsque, soudain, il entend un bruit venant des buissons. Une femme gravement blessée et épuisée sort de la forêt et s'effondre juste au moment où le groupe de Shaiju la remarque. Dans ses rêves, la femme pense à la fuite qu'elle a faite plus tôt face à des bandits. Bien qu'elle soit une personne réincarnée dans ce monde, elle n'a pas pu se battre contre eux, et elle en a voulu à ses notes spéciales pour cela. Dans sa vie passée, elle était plutôt moche. Et son petit ami l'a quittée pour une jolie fille. Tout le monde dans son entourage se moquait constamment d'elle, et la femme a commencé à détester les jolies filles à cause de ça. Soudain, son rêve se termine et elle se retrouve au campement avec Seiji qui prend soin d'elle. Il lui dit qu'ils ont nettoyé ses blessures et appliqué les premiers soins. À ce moment-là, Seika arrive avec de l'eau tiède pour la nettoyer et la femme tressaillit parce qu'elle déteste à quel point elle est jolie. Seiji lui dit que c'est Seika qui a lancé un sort de guérison sur elle, mais cela ne change pas non plus l'attitude de la femme. Elle devient encore plus irritée quand Seika essaie de lui parler et demande à Seiji de la rapprocher du feu. Seika est contrariée par cela, mais Shaidru veut qu'elle comprenne qu'elle ne doit pas envahir l'espace personnel d'un inconnu juste après l'avoir rencontré. De plus, il veut qu'elle reste loin de la femme à un bras, car il connaît la vérité à son sujet. Plus tôt, quand la femme s'est effondrée, Seiji lui a demandé d'aller chercher de l'eau. Shaidru s'est précipité vers la rivière, Mary l'a arrêté et l'expression sur son visage lui disait que quelque chose n'allait pas. Elle lui a dit que la femme était une réincarnatrice comme eux, et sa note spéciale était plutôt dangereuse. Elle avait écrit qu'elle ne pardonnerait jamais aux jolies filles et qu'elle les tuerait brutalement, et tous deux pensaient qu'elle visait sûrement Seika. De retour dans le présent, Seiji réconforte la femme qui se présente comme Riaya. Il lui demande si elle veut manger quelque chose et elle accepte volontiers, mais alors que Seika lui tend un bol, la haine qui l'habite commence à déborder. Riaya essaie d'atteindre son arme, mais heureusement, Ri l'avait déjà prise. Et actuellement, elle la surveille en permanence. Shaidru continue également de surveiller Riaya pour l'arrêter si elle fait quelque chose de mal. Mais Seiji et Seika n'en ont aucune idée. Seiji demande à Riaya comment elle s'est blessée, et elle lui dit que des gens ont tendu une embuscade à leur groupe et qu'elle s'est séparée de ses amis. Shaidru se demande combien de cette histoire est vraie, mais Seiji croit la femme et propose de la protéger jusqu'à ce qu'ils atteignent Valeria. Elle est heureuse d'accepter cette offre, mais comme Seika lui dit de faire confiance à leur chef de groupe, elle s'énerve à nouveau et se blesse à son bras blessé. Seiji lui demande de se détendre, mais Riaya lui dit qu'elle doit aller à la rivière. Elle demande à Seika de l'y emmener, et Seiji lui dit qu'il le fera à la place. Riaya dit qu'elle comptait en fait prendre un bain là-bas, et il doit être un vrai pervers s'il veut l'espionner. Seiji devient tout confus, puis Seika lui demande innocemment s'il est un pervers. Il se fait assommer à cause de ses dégâts émotionnels, et alors que Shaidru se lève pour le consoler, lui, Riaya lui dit que s'il s'approche même à 10 mètres d'elle, elle criera. Il lui dit qu'il ne veut pas non plus s'approcher d'elle. Soudain, Ri arrive et propose de l'emmener à la rivière, mais parce qu'elle ne peut pas mentir, elle ne peut pas non plus cacher ses véritables expressions. Shaidru souhaite qu'au moins elle ait caché son intention meurtrière, car cela fait peur à Riaya et elle insiste pour que Seika l'emmène à la rivière. Seika n'a aucun problème, et elle lui rend même son arme au cas où il serait attaqué par des monstres. Shaidru panique parce que cela la mettrait encore plus en danger, mais Ri les suit pour protéger Seika. Shaidru commence aussi à les poursuivre, mais Seiji l'arrête, lui disant qu'il doit respecter l'intimité des femmes. Il répond que Riaya est dangereuse, et Seiji admet
Que le charme d'une femme adulte est en effet dangereux. Chaidru ne veut pas de ces conneries de mec mielleux, mais il ne peut pas partir sans éveiller les soupçons, alors il commence à sauter entre les deux endroits à la vitesse de la lumière pour garder un œil sur Seika. Seika est étonné lorsqu'il le voit flou, mais Chaidru dit qu'il doit être fatigué et qu'il voit des choses. Il lui dit de se reposer et utilise alors le sortilège de sommeil sur lui, le frappant rapidement pour l'assommer. Il se rend ensuite au bord de la rivière et surveille Riaya, qui pointe soudain son épée vers Seika. Seika est choquée de voir cela et lui demande si elle lui a fait quelque chose pour l'offenser. Riaya lui dit qu'elle n'a rien fait et qu'au contraire, c'est une bonne fille. Mais qu'elle ne peut pas désobéir à ce qu'elle a écrit dans ses notes spéciales. Elle dit à Seika qu'elle a juré de tuer toutes les jolies filles, parce qu'elles ont ruiné sa vie sur Terre, alors elle a juré de se venger d'elle quand elle est venue dans ce monde. Elle a rejoint plusieurs groupes d'aventuriers, tuant les jolies filles puis fuyant vers le groupe suivant, mais ils ont fini par la rattraper. Elle dit à Seika que c'est son tour de mourir aujourd'hui, mais juste au moment où elle s'apprête à la frapper, Ri lui tire son épée des mains. Elle repousse Riaya et, alors qu'elle essaie de saisir son arme, Chaidru arrive et lui attrape la main. Il lui dit de lâcher prise, mais il sort son épée, lui disant qu'elle ne peut pas s'enfuir maintenant. Puis soudain, une lumière brillante éblouit tout le monde. Il se demande ce qui se passe, et en regardant vers la source de la lumière, il découvre qu'elle provient de Seika, qui s'est transformée en un véritable ange.